All rise, 위에 올라요. The International Criminal Court is now in session. Lord John to Court Panel International at the wait. Please be seated. We go as well. Good afternoon. La juge présidente. Bonjour à tous. Madame la greffière d'audience, aurez-vous l'amabilité d'annoncer l'affaire, s'il vous plaît? La greffière d'audience. Bonjour Madame la présidente. Il s'agit de la situation en République de l'Ouganda en l'affaire le procureur contre Dominique Ongwen. Référence de l'affaire ICC 02 04 01 15. Et au fin du compte rendu, je précise que nous sommes en audience publique. La présidente. Je vous remercie. Je m'appelle Solomi Balongi Bossa et c'est moi qui préside le présent appel découlant de l'affaire le procureur contre Dominique Ongwen. Les juges qui font partie de ce collège sont la juge Tomoko Akane, qui est à ma droite immédiate, la juge Luz del Carmen Ibanez Carranza, à ma gauche immédiate, le juge Gocha Lotkipanidze, à l'extrême droite, et le juge Erdene Balsouren Damdine, à l'extrême gauche. Je note, au fin du compte-rendu, que M. Ongwen assiste à cette audience à distance. Je note également la présence de l'équipe de la défense, des représentants légaux des victimes, du bureau du conseil public pour les victimes, du fonds au profit des victimes, de la section de la participation des victimes et des réparations et du bureau du procureur. Je note également au fin du compte-rendu, que certains des représentants légaux des victimes assistent à cette audience à distance, avec l'autorisation de la Chambre d'appel. Je suppose que les participants sont les mêmes que ceux qui figurent sur la liste que la greffière d'audience a aimablement fournie à la Chambre avant cette audience. Si, toutefois, la composition de l'une des équipes a changé, veuillez en informer la greffière d'audience par courriel. La Chambre d'appel rend aujourd'hui son arrêt dans l'appel interjeté par la défense de la décision de la Chambre de première instance 9 en date du 28 février 2024, intitulée Ordonnance de réparation. Je désignerai cette décision par l'expression « décision contestée ». Voici à présent un résumé de l'arrêt écrit rendu par la Chambre d'appel dans le présent appel. Seul l'arrêt écrit fait foi et il sera notifié après cette audience. Rappel de la procédure. Monsieur Ongwen a été reconnu coupable le 4 février 2021 de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il a été condamné à 25 ans d'emprisonnement. Le 28 février 2024, la Chambre de première instance a rendu la décision contestée, dont la défense a par la suite fait appel. La défense invoque 11 moyens d'appel. L'arrêt rendu aujourd'hui par la Chambre d'appel est unanime. Pour les motifs que j'exposerai ci-après, la décision contestée est confirmée. L'appel. A. Premier moyen d'appel. Allégation de refus erroné de divulguer les noms des victimes.
Au titre du premier moyen d'appel, la défense soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en refusant d'ordonner la divulgation des noms des bénéficiaires potentiels des réparations. La Chambre d'appel note que lorsqu'elle a décidé de maintenir les expurgations appliquées au dossier des bénéficiaires potentiels, la Chambre de première instance a fait état des craintes des victimes pour leur sécurité au retour de M. Ongwen après avoir purgé sa peine. Dans leurs observations devant la Chambre de première instance, les victimes ont également évoqué la menace que, selon elles, l'armée de résistance du Seigneur fait toujours peser. La Chambre de première instance a ainsi identifié le danger que la divulgation de l'identité des bénéficiaires potentiels pourrait engendrer. En outre, la Chambre d'appel note que, malgré cette non-divulgation, la défense a été néanmoins en mesure de formuler ses observations sur les dossiers des victimes. La défense n'a donc pas démontré qu'elle n'était pas en mesure de faire une évaluation équitable et que son droit de procéder à un examen significatif des dossiers des victimes a été indûment affecté. La Chambre d'appel rejette le premier moyen d'appel. B. Deuxième moyen d'appel. Erreurs alléguées dans les conclusions de la Chambre de première instance relatives à la procédure interne. Au titre du deuxième moyen d'appel, la défense soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en rejetant la demande de la défense concernant les demandes à double titre, qui, de l'avis de la défense, bénéficieront à la fois d'un octroi consenti par la Haute Cour de l'Ouganda et de l'octroi accordé dans la décision contestée. La Chambre d'appel observe que la décision de la Haute Cour de l'Ouganda porte sur les préjudices découlant d'une violation présumée par le gouvernement ougandais du droit à la propriété et un environnement propre des propriétaires fonciers et non de crimes relevant du statut. Elle rejette donc les arguments de la défense concernant le chevauchement allégué entre les plaignants dans l'affaire devant la Haute Cour de l'Ouganda et les victimes dans la présente affaire. La Chambre d'appel rejette le deuxième moyen d'appel. Troisième moyen d'appel. Allégation de présomption erronée concernant les résidents des camps de personnes déplacées et les non-résidents présents au moment des attaques. S'agissant du troisième moyen d'appel, la défense soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en présumant que les résidents civils des camps de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, ainsi que les non-résidents qui se trouvaient dans ces camps au moment des attaques, étaient victimes du crime de guerre, d'attaque contre la population civile et du crime de persécution. La Chambre d'appel observe que la défense semble confondre la présomption de victime susmentionnée et la présomption de préjudice adoptée par la Chambre de première instance à l'égard des victimes des mêmes crimes. Toutefois, la Chambre de première instance a clairement considéré que le statut de victime et le préjudice étaient deux éléments distincts qui devaient tous deux être réunis de manière cumulative pour qu'une personne puisse prétendre à des réparations. En outre, la défense n'a relevé aucune erreur dans l'adoption par la Chambre de première instance des présomptions susmentionnées de victimes et de préjudice. La Chambre d'appel rejette le troisième moyen d'appel. D. Quatrième, 11e et 12e moyen d'appel. Erreurs alléguées concernant l'examen par la Chambre de première instance des facteurs et mécanismes traditionnels et culturels Acholi. Au titre des 4e, 11e et 12e moyens d'appel, la défense allègue que la Chambre de première instance a commis des erreurs dans son examen de la notion de famille élargie. Elle soulève également des questions concernant le rôle complémentaire des mécanismes et facteurs traditionnels et culturels Acholi, tels que le Mato Uput et le Chen.
La Chambre d'appel considère que la défense n'a pas démontré d'erreur en ce qui concerne l'interprétation donnée par la Chambre de première instance à la notion de famille élargie dans ses conclusions et ses projections relatives aux victimes indirectes des attaques. S'agissant du principe de complémentarité, dans la mesure où la défense soutient que les mécanismes traditionnels et culturels devraient être incorporés dans le cadre statutaire de la Cour, cet argument a déjà été rejeté en appel. En outre, la défense n'a pas expliqué comment ces mécanismes devraient être intégrés dans le régime des réparations prévu par les textes juridiques de la Cour et comment une telle intégration affecterait l'étendue de la responsabilité de M. Ongwen en matière de réparation. Contrairement à ce qu'affirme la défense, la Chambre de première instance n'a pas assimilé le Chen à la maladie mentale dans la médecine occidentale. Au contraire, la Chambre de première instance a conclu que les victimes des attaques et les victimes directes des crimes contre les enfants soldats avaient subi un préjudice moral, y compris les troubles spirituels, c'est-à-dire le Chen, qui ont eu des conséquences durables. En conséquence, la Chambre d'appel rejette les 4e, 11e et 12e moyens d'appel. Cinquième moyen d'appel. Erreur alléguée dans la décision de la Chambre de première instance d'accorder une indemnité pécuniaire symbolique de 750 € à chaque victime. Au titre du cinquième moyen d'appel, la défense fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en accordant une indemnité pécuniaire symbolique de 750 € à chaque victime, car cette modalité de réparation n'est prévue ni dans le statut ni dans le règlement. La Chambre d'appel déclare qu'une chambre de première instance peut ordonner des modalités de réparation autres que la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation, notamment des mesures à valeur symbolique. La Chambre d'appel avait déjà conclu que les réparations collectives peuvent comprendre le versement de sommes d'argent à des personnes pour réparer le préjudice subi. Cela ne signifie pas qu'un tel paiement doivent être considérés comme une indemnisation. La question de savoir s'il convient d'accorder une modalité de réparation donnée doit être tranchée au cas par cas. Et la décision doit se fonder sur la détermination des préjudices causés. La défense n'a pas démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur en accordant une indemnité monétaire symbolique. La Chambre d'appel rejette le cinquième moyen d'appel. F, sixième moyen d'appel. Erreur alléguée en ce que la Chambre de première instance a accordé la priorité aux victimes directes participantes plutôt qu'aux victimes directes non participantes. Dans son sixième moyen d'appel, la défense soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en accordant la priorité aux victimes directes participantes plutôt qu'aux victimes directes non participantes. La Chambre d'appel relève que la défense dénature la décision contestée en concentrant ses arguments sur le seul statut de participation des victimes. Or, il ne s'agit là que d'un élément du plan de priorisation. En fait, ce plan établit la priorité essentiellement en fonction de la vulnérabilité et des besoins des victimes. La Chambre d'appel rejette le sixième moyen d'appel. G, septième moyen d'appel. Erreur alléguée en ce que la Chambre de première instance n'a pas exigé la production de documents médicaux. Dans le cadre de son septième moyen d'appel, la défense fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur pour n'avoir pas exigé que 2 personnes de l'échantillon produisent des documents médicaux pour prouver leur handicap. La Chambre d'appel relève que ces 2 victimes, dans leur demande, n'indiquent nullement avoir reçu, l'une ou l'autre, l'assistance médicale d'un professionnel. La défense n'explique pas pourquoi elle estime que les victimes ont reçu une telle assistance. Elle n'étaye pas non plus son assertion, selon laquelle ces 2 victimes
disposent de documents médicaux concernant leurs blessures, les blessures qu'elles ont subies. La Chambre d'appel rejette le 7e moyen d'appel. H, 8e moyen d'appel, erreur alléguée concernant l'étendue de la responsabilité de M. Ongwen quant à la période où il était commandant de la brigade Signa. Au titre du 8e moyen d'appel, la défense soutient que la Chambre de première instance s'est trompée dans son estimation du nombre de victimes des crimes thématiques en refusant de tenir compte du fait que M. Ongwen avait été nommé commandant de la brigade Signa le 4 mars 2004. La Chambre d'appel juge inapproprié les tentatives de la défense visant à plaider à nouveau la même question déjà tranchée dans la précédente procédure d'appel interjetée contre la décision relative à la culpabilité. La Chambre d'appel estime que la défense n'a pas démontré que la Chambre de première instance a commis une quelconque erreur en écartant l'argument invoqué par la défense sur ce point. La Chambre d'appel rejette le 8e moyen d'appel. Alleged errors concerning the 9e moyen d'appel, erreur alléguée concernant l'utilisation par la Chambre de première instance du diviseur 4 au lieu de 5, s'agissant du nombre de brigades de l'ARS, les brigades de l'armée de résistance du Seigneur. Dans le cadre de son 9e moyen d'appel, la défense reproche à la Chambre de première instance d'avoir divisé à tort le nombre estimé d'anciens enfants soldats et de victimes des crimes sexuels et sexistes de l'armée de résistance du Seigneur par 4 et non par 5. La Chambre d'appel relève que la défense affirme également que l'ARS comptait 4 brigades et une unité Control Alter qui servait également de brigade, sans pour autant démontrer l'existence d'une erreur de la part de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel conclut que la défense n'a pas démontré que l'utilisation du diviseur 4 par la Chambre de première instance était déraisonnable. La Chambre d'appel rejette le 9e moyen d'appel. J, 13e moyen d'appel, allégation d'évaluation erronée du préjudice moral. Au titre du 3e moyen d'appel, la défense fait valoir que la Chambre de première instance a conclu à tort que les victimes avaient subi un préjudice moral sans exiger la présentation d'éléments de preuve psychologiques ou l'examen des victimes par un psychologue. Toutefois, la défense invoque ce grief pour la première fois en appel. N'ayant pas soulevé ces préoccupations lors de la procédure devant la Chambre de première instance, celle-ci n'a pas eu l'occasion d'examiner les arguments de la défense sur ce point et de se prononcer. Si la Chambre d'appel devait les examiner, elle sortirait du cadre applicable à son examen en appel. En conséquence, la Chambre d'appel rejette ces arguments de la défense. La défense affirme également que la Chambre de première instance a appliqué un deux poids, deux mesures en refusant de reconnaître à M. Ongwen la qualité de victime alors qu'elle a examiné le même type de victimisation subie par les victimes de l'armée de résistance du Seigneur, l'ARS. Toutefois, la Chambre a tiré des conclusions sur la qualité de victime de M. Ongwen afin de déterminer s'il était pénalement responsable. Cette démarche est essentiellement différente de la présente procédure en réparation, où l'examen de la Chambre de première instance consistait à déterminer si les victimes pouvaient prétendre aux réparations ordonnées. La Chambre d'appel rejette le 3e moyen d'appel. K, 14e moyen d'appel, erreur alléguée concernant l'évaluation par la Chambre de première instance de l'admissibilité de 4 victimes de l'échantillon. Dans son 14e moyen d'appel, la défense soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son appréciation des dossiers de 4 victimes, car elle ne répondait pas à la norme de l'hypothèse la plus probable. En ce qui concerne la première et la deuxième victime,
La Chambre d'appel relève que la défense fait une interprétation erronée des conclusions pertinentes de la Chambre de première instance et ne relève aucune erreur de la Chambre en tachant ses conclusions. En ce qui concerne la troisième et la quatrième victime, la Chambre d'appel relève que la défense a pu formuler ses observations sur leur dossier malgré les expurgations appliquées à certaines informations. De plus, la Chambre de première instance a été saisie des versions non expurgées des récits de toutes les victimes de l'échantillon et sur cette base a pu déterminer la cohérence et la crédibilité de leurs récits. La Chambre d'appel rejette le 14e moyen d'appel. 5. Observation finale. J'aimerais terminer en remerciant mes collègues du siège du Collège des juges, les conseils de la défense, les groupes de victimes et le Fonds au profit des victimes, le personnel de la Chambre qui a travaillé sur le présent arrêt, ainsi que l'ensemble du personnel du greffe, y compris les sténotypistes, les interprètes, les agents de sécurité, pour leur concours à la tenue de la présente audience. Beaucoup de travail est effectué dans les coulisses pour assurer le bon déroulement de ces audiences. Et la Chambre d'appel est très reconnaissante à toutes les personnes ayant participé à cette procédure. Nous sommes arrivés au terme de la présente procédure. L'audience est levée.